Et il a dit, voilà, moi je perds des millions chaque semaine si mon produit n'est pas disponible, donc je préfère faire monter l'enchère et je veux ce candidat, donc je veux qu'il me rejoigne. Merci d'être présent pour cette première table ronde de la journée intitulée « Les salaires dans la tech et après ». Je suis Mélodie Cazenave, je suis administratrice de la Mêlée et membre de la commission DigiWorks et j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde en compagnie de Mélanie Berja du groupe IMSA, de Claire Gomez de Nixial, d'Antoine Cominoli du groupe Scalian et de Benjamin Baudouin qui représente Neosoft ce matin. Voilà, qui pourront un peu plus vous parler de leurs activités respectives par la suite. Pourquoi est-ce qu'on a souhaité organiser cette table ronde sur cette thématique ? Tout simplement parce que depuis la fin de la pandémie, on a assisté à une explosion des salaires dans le domaine de la tech, avec un secteur qui est en tension depuis cette période-là. Et cette inflation, on l'a observé sur les salaires débutants, mais aussi sur les salaires plus expérimentés. Donc ça amène à une situation de concurrence entre les employeurs, notamment, pour arriver à recruter les talents. Pour vous donner un petit ordre d'idée, une étude Arrivati qui a paru il y a un an, quelque chose comme ça, a noté qu'il y avait eu une augmentation de 10% des salaires dans l'IT et le numérique, ce qui représente quelque chose d'assez inédit dans le secteur. Et cette concurrence entre les employeurs, elle joue en faveur des talents qui aujourd'hui n'hésitent pas à négocier âprement pour rejoindre les structures. Donc cette table ronde, on a voulu l'organiser pour vous parler effectivement des salaires, mais pour ouvrir un petit peu plus le débat et vous communiquer ce que vous pouvez aussi trouver dans une entreprise en parallèle de ce point-là. Pour commencer, peut-être Mélanie, est-ce que tu peux nous faire une petite introduction sur le salaire, la rémunération ? Quelles sont les différences ? Comment se positionner ? Bien sûr, donc bonjour à tous. Donc en effet, il est important de faire une distinction entre le salaire et la rémunération. Le salaire, c'est la contrepartie d'un travail fourni. C'est ce qui est versé en échange d'un travail non bénévole. C'est lié au bulletin de paye. Voilà. La rémunération, ça va être quelque chose de beaucoup plus large. Ça englobe à la fois le salaire, mais également tous les avantages de toute nature qui sont liés à l'appartenance à une entreprise. Donc bien sûr, ça varie d'une entreprise à une autre. Titre d'exemple, ça va être par exemple, est-ce qu'il y a un véhicule de fonction, tout ce qui va être lié un ticket restaurant, des chèques vacances, un CSE, tout ce qui est lié aussi aux primes, des primes d'intéressement, primes de participation, est-ce qu'il y a un compte épargne-temps. Par exemple, moi, c'est ce que je présente aux candidats comme le package salarial. C'est un tout. Nous, par exemple, à IMSA, l'informatique de la mutualité sociale agricole, on a donc les 25 congés classiques, mais on a également 25 RTT. Donc, on est sur une moyenne de 50 jours sur l'année. Donc, ce n'est pas négligeable. On n'a pas d'horaire fixe. On a une plage horaire entre 6h et 21h. Donc, voilà, c'est un tout. Et moi, je le présente systématiquement aux candidats que je rencontre lors des entretiens. Et j'ai certaines fois des candidats qui vont revoir à la baisse des fois leurs prétentions salariales quand ils prennent connaissance en fait, de tous les avantages qu'on peut découvrir au sein d'une entreprise. Donc voilà, c'est beaucoup plus large. Claire, peut-être que tu peux nous en dire plus sur le type d'affichage du coup de ces rémunérations pour attirer les talents. Donc on va les afficher en fait effectivement dans les offres d'emploi, mais pas toutes. Effectivement, l'un des premiers critères de choix des salariés aujourd'hui, enfin des candidats qui recherchent, ça va être du coup le salaire. C'est l'un de ces premiers critères de choix d'après une étude qui a été réalisée par la PEC. Du coup, ça passe après l'équilibre vie professionnelle et personnelle, mais pas seulement, il y a aussi la flexibilité des transports. Ça fait l'un des premiers critères de choix qui est du coup recherché par le candidat aujourd'hui. Et donc l'afficher sur une offre d'emploi aujourd'hui paraît du coup important en fait pour les entreprises, mais pas toutes. Il y en a pas toutes ne le mettent pas du coup au niveau des offres d'emploi. Donc effectivement,
Il y avait aussi la question du coup de l'afficher soit en brut ou en net. Le salaire en fait est toujours affiché plutôt en brut pour la simple et bonne raison de l'afficher en net. Ça serait en fait c'est comme ça assujetti du coup aux impôts et aux cotisations sociales. Ça serait pas en cohérence du coup par rapport au salaire qui viendrait après, plus tardivement en fait. Voilà. Après effectivement ça reste un sujet tabou en France, hein, du coup le salaire. On met du coup le salaire au niveau des offres d'emploi sur des fourchettes plutôt. Pourquoi des fourchettes ? Parce qu'en fait, on va du coup partir sur des fourchettes de salaire en fonction du nombre d'années d'expérience et des profils, voilà, et des candidats. Merci. Sur cette notion de fourchette, justement, Antoine, Benjamin, je pense que vous avez des choses à rajouter. Oui, il y avait la question de l'affichage effectivement Oui. de fourchette. Je pense que c'est important pour nous tous en tant que candidats d'avoir une vision quand on clique sur une offre, de savoir à peu près combien on peut avoir. Pourquoi une fourchette ? C'est aussi notre expérience de recruteur. C'est qu'aujourd'hui, on va rémunérer une personne et moins un poste. Donc, ça peut être normal, suivant les qualités techniques, mais aussi humaines de chacun, de proposer des salaires différents, suivant le potentiel de chacun, selon ses aptitudes, encore une fois techniques, mais aussi de communication, de proactivité, d'évolution de carrière qu'on peut déjà détecter lors de l'entretien d'embauche. Donc c'est vrai qu'afficher un salaire, juste un salaire aujourd'hui, peut avoir un effet des fois décourageant pour certains candidats auxquels on pourrait être amené de proposer plus, encore une fois, selon les années d'expérience, selon le parcours, selon la personnalité, mais aussi des fois moins, parce que c'est aussi un pari, une montée en compétence sur laquelle on va investir. Donc pour parler effectivement de la rémunération, il y a aussi le salaire à l'instant T qui est bien sûr important, mais vous avez aussi toute la perspective que l'entreprise peut dessiner avec vous par un parcours, par des formations, par un accompagnement, du mentorat, bref, tout ce qu'une entreprise comme Scalian peut faire, et les autres aussi j'imagine, pour vous projeter et peut-être atteindre un niveau de salaire supérieur dans un horizon défini, quoi. Merci. Bonjour tout le monde. Effectivement, je rebondis là-dessus avec une contradiction. Je pense que c'est nécessaire que c'est plutôt un bon point d'afficher les salaires pour les candidats quand ils arrivent sur une annonce. Et si vous allez sur notre page carrière, vous verrez qu'il n'y en a pas. La raison, il peut y avoir plusieurs raisons. Une des principales, en tout cas nous concernant, c'est qu'on va avoir des activités à l'engagement ou en tout cas des postes assez récurrents, on n'est pas les seuls dans le secteur. Et donc du coup, on va mettre une offre assez générique en fait sur le marché et pas extrêmement précise par rapport à un poste donné. Par conséquent, on mettrait une fourchette de salaire qui ne serait pas significative ou qui aurait un écart de 20, 25, 30%. Par conséquent, on a fait le choix de ne pas en mettre à ce stade, ce qui ne nous empêche pas de communiquer sur les réseaux avec ces éléments-là, mais pas sur nos annonces. Je pense que pour une start-up ou pour une entreprise qui a un recrutement extrêmement ciblé, c'est beaucoup plus pertinent de le mettre, parce qu'on sait dans quel environnement on avance. Sur des sociétés comme nous, où on va, pour prendre un exemple, mettre un poste de développeur Java full stack, on est amené à recruter plusieurs dans l'année, et selon votre profil, vos projets perso, votre parcours, votre diplôme, etc., ça va vraiment varier. Je pense qu'on y reviendra. L'inflation des salaires en fait qu'il y a une personnalisation au maximum aussi du package de la proposition qu'on adresse aux candidats. Donc pas toujours évident, en tout cas pour nos métiers ESN, de pouvoir s'engager d'emblée sur une fourchette crédible. Merci. On l'a évoqué en introduction et on a échangé avec le Pôle emploi et l'APEC pour essayer de vous préparer un document avec des fourchettes de salaire dans les métiers de la tech. Et donc, vous l'avez compris, c'est impossible puisque les données ne sont pas disponibles. En revanche, je vous invite à consulter une étude de l'APEC qui s'intitule « Les salaires des cadres dans 111 familles de métiers ». Et il y a effectivement les salaires de la tech qui sont mentionnés avec la partie débutant plus expérimentée selon les régions. C'est un point intéressant de jeter un petit coup d'œil pour se faire une idée. Pour revenir sur la partie du problème structurel, sur le recrutement, il est lié en partie aussi au fait que ces dernières années, les startups et les scale-up ont levé énormément de fonds, ont eu des besoins très précis et très rapides sur l'embauche de profils IT assez pointus. Et c'est ce phénomène qui a provoqué cette montée des enchères, qui a rendu la situation beaucoup plus difficile pour des petites structures, comme l'évoquait Benjamin par exemple, et aussi pour des ESN dont l'offre
ne varie pas et on a des difficultés aussi à s'ajuster à cette demande qui peut être étonnante. Pour vous donner un exemple, une recruteuse évoquer le fait d'un profil IT en fait en entretien pour une start-up dont les prétentions étaient, le poste était affiché à 50K. Et le client a surenchéri plutôt, en proposant directement 70K aux salariés. Et la recruteuse lui a dit mais pourquoi en fait c'est quoi l'idée dans ce secteur? Et il a dit voilà, moi je perds des millions chaque semaine si mon produit n'est pas disponible, donc je préfère faire monter l'enchère et je veux ce candidat, donc je veux qu'il me rejoigne. Voilà, donc ça c'était quelque chose qui était valable il y a encore assez peu de temps en 2022. On verra que ça commence à changer un petit peu. On assiste aussi à ce problème structurel parce qu'il y a un manque de compétences spécifiques, notamment dans les projets de cybersécurité. Il y a eu une petite latence dans les offres de formation qui ont été proposées pour arriver à coller aux besoins du secteur. Il y a quelques années, les besoins étaient vraiment sur de l'infrastructure. Là, c'est en train d'évoluer et les formations ont un petit peu d'inertie à se mettre en mouvement, donc ça commence. Mais les profils qui sortent sont des profils jeunes, donc qui ont des niveaux d'études Bac+2, Bac+3, donc ce qui peut coller aux besoins, mais qui ont un manque d'années d'expérience, puisque notamment l'alternance n'est pas toujours reconnue dans le domaine de l'ESN aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir évoquer. Pour vous donner une info, l'Occitanie, c'est la 3e région en territoire d'attractivité pour l'emploi, notamment dans le domaine IT. Et pourtant, 60% des recruteurs ont des difficultés à trouver des profils pour subvenir aux besoins de leur structure. Donc on a vraiment des profils différents sur le plateau, c'est ça qui est intéressant. Donc vous avez des ESN et il y a aussi la représentante d'un GIE. Alors peut-être que tu peux nous expliquer dans un GIE comment ces recrutements interviennent, les contraintes que tu as aussi par rapport à ces recrutements et les choix que vous êtes amenés à faire en termes de recrutement de jeunes profils. Très bien. Donc oui, comme tout le monde, on rencontre des difficultés en effet dans nos recrutements. Des profils qui sont surchassés de toutes parts sur LinkedIn, à qui on propose des salaires sur lesquels clairement nous au sein de l'entreprise IMSA on ne peut pas s'aligner. Donc pour reprendre le sujet des juniors, oui. Nous c'est vrai qu'au sein de l'entreprise on a fait le choix d'aller vers la voie de l'alternance. Alors après on sait qu'il existe des alternatives, des organismes notamment qui ferment des personnes en reconversion. On n'est pas fermé sur le sujet. Après, c'est pas quelque chose vers lequel on se tourne à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a privilégié la voie de l'alternance. On a des partenariats écoles avec Innov Campus, l'Intech, 3IL. On participe à des forums classiques. On a des collaborateurs aussi qui interviennent dans différents cours. Et ça marche plutôt bien. Alors nous, on est plus sur Bac+3, Bac+5. Et on se rend compte que les équipes sont déjà super contentes d'accueillir des étudiants, de les former, de les accompagner dans leur montée en compétences. Et puis, on ne va pas se leurrer, ça nous permet aussi de les tester sur leur savoir-être, sur leurs valeurs, sur leurs compétences techniques. Et puis, ça permet aussi aux étudiants de se projeter ou non dans notre entreprise et de continuer l'aventure une fois le diplôme en poche. Donc, c'est quelque chose qui marche très bien. Donc, généralement, on embauche la plupart de nos alternants juniors, une fois le diplôme en poche, donc pas forcément dans la même équipe, dans le même service, mais oui, c'est quelque chose vers lequel on va continuer. Et puis on a la chance cette année de pouvoir doubler le nombre d'alternants. Et d'ailleurs, j'ai dans ma ligne de mire un ancien alternant, Franck, qui m'accompagne lors de cette journée. Donc voilà, il est la preuve en effet qu'on recrute des juniors. Et que vous les fidélisez. Exactement, je l'espère. Merci Mélanie. Claire, sur l'alternance, est-ce que c'est quelque chose du coup qui est pratiqué chez Enixial ? Alors nous, en fait, au niveau de l'alternance, on ne l'a pas encore forcément mis en place, tout simplement parce qu'on est une start-up en pleine croissance, donc en plein développement. On souhaite le mettre en place, c'est un sujet qui va le devenir. Aujourd'hui, en fait, on travaille avec des clients sur des projets applicatifs. Donc, à moyen terme, on souhaiterait devenir éditeur de logiciels et développer nos propres applications. Donc, à ce moment-là, effectivement, on sera plus ouvert et à même de pouvoir intégrer du coup des alternants.
Effectivement, après, je pense que ça reste du coup quelque chose de très intéressant pour toute entreprise. Mais on a aussi du coup ces critères d'exigence au niveau des besoins de nos clients qui vont être de 2 ans d'expérience au minimum, hors alternance et stage. Voilà. Donc il faut qu'on puisse répondre aussi aux besoins de nos clients. Donc après, je conseille fortement l'alternance pour tout candidat parce que ça reste quand même une expérience professionnelle où vous allez acquérir des compétences techniques. Aujourd'hui, on a quand même recruté un profil qui a eu 3 ans d'alternance et qu'on a pu placer en mission chez l'un de nos clients au sein de Nixel. Super. Voilà. Merci. Merci. Dans les ESN, justement, il y a une exigence des clients sur l'expérience, on en parlait, par rapport à des offres qui peuvent être proposées, des services tels que proposés par Pôle emploi sur la FPR ou le POI. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place? Est-ce que vous vous orientez vers d'autres solutions? Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés sur ces points? Oui, chez nous, on a essayé, chez Scalian, on a essayé effectivement on met en place des POI sur des métiers très ciblés, des métiers en tension. Je pense à de la qualité logicielle, à de la cybersécurité, à de la data. Le POI est aussi un peu comme l'alternance, peut aussi servir de période de test pour vérifier les compétences techniques et la personnalité des nouveaux embauchés. Le bémol de la POI est quand même une formation qui est souvent assez courte, donc qui nécessite, si on parle des métiers techniques, une base, on va dire au moins sur un niveau d'un raisonnement scientifique. Donc c'est-à-dire que si certains d'entre vous veulent faire une POI pour être développeur, c'est évident que c'est plus facile si vous êtes ingénieur en biologie par exemple. Voilà, vous avez déjà cette démarche. On va intervenir après plutôt sur des formations pour donner la couche technique qui est bien sûr nécessaire, mais le fond de ce que vous avez déjà appris à l'école va servir, c'est une base quasiment obligatoire. Si vous êtes boulanger à la base, il y a toujours des contre-exemples, parce que chez Scalian, j'ai l'exemple qu'on a embauché un carreleur qui se révèle un excellent développeur, mais dans la majorité des cas, c'est pas des reconversions, la POI n'est pas là pour faire une reconversion totale, puisque la formation est trop courte, donc c'est pour des petits changements de voie, on va dire. Si vous êtes bien sûr déjà développeur, par exemple Java, vous voulez vous tourner vers la cybersécurité, par exemple, la POI peut être une bonne solution. Pour notre part également chez Neosoft, alors on est 1800 en France pour donner une idée, à peu près 80 à Toulouse. On a un peu moins de 10% de nos effectifs qui sont issus d'une reconversion. Pour autant, on n'est pas pour l'instant en mesure de lancer des POI, c'est-à-dire d'être à l'initiative. La POI, donc normalement pour rappel, c'est une formation courte, 300 heures. Sur 4 mois, si je ne m'abuse. Vous avez une POEC qui est financée par la branche et une POI individuelle qui est financée par une entreprise et qui s'engage à prendre 8, 10, 12, 15 personnes. Une promo, en fait. On n'a pas ce stade de maturité, eu égard à la taille que je vous ai indiquée. Donc, on ne s'est pas absorbé 10 profils juniors sur une structure de 80 personnes à ce stade. En revanche, quand ces gens se retrouvent sur le marché, on sait les capter, ou en tout cas, on les adresse pour pouvoir les recruter. Je souscris à ce que disait Antoine également. Il faut en général ou un background favorable pour pouvoir être immédiatement opérationnel, ou une entreprise qui est vraiment moteur dans l'accompagnement dans le cadre de la prise de poste, puisque hors projet personnel, etc., les 300 heures sont un peu courtes et on a encore plusieurs mois, voire 1 an et demi, 2 ans de montée en compétences. Donc c'est une des difficultés auxquelles on se confronte. Et là, les ESN doivent se baser sur leur organisation, à savoir est-ce qu'on a des plateaux, est-ce qu'on a des projets avec des équipes suffisamment mixtes pour pouvoir faire du mix profile, qu'on appelle, donc des profils un peu plus seniors qui vont tirer vers le haut des profils qui débutent et les encadrer. Mais encore faut-il avoir l'organisation, le projet, le temps, un projet qui n'est pas trop dans le rouge écarlate qui permette de travailler correctement. Donc il y a plusieurs conditions qui font que ce n'est pas toujours évident et qu'on y travaille encore. Merci. Claire l'évoquait tout à l'heure, depuis quelques mois, depuis novembre 2022, dans les critères d'attractivité pour rejoindre une entreprise, le salaire est passé à la première place des 3 premiers critères. Après la pandémie, le premier critère était celui de l'équilibre vie pro, vie perso. Et donc aujourd'hui, il est passé à la seconde place.
Et à la troisième, donc tout ça c'est dans une étude de ALF, vous pourrez retrouver en ligne, l'évolution de carrière et l'évolution professionnelle est dans ce podium. Donc tout ça pour vous dire que le salaire est effectivement une part non négligeable de l'emploi que vous employez. Mais il ne fait pas tout. Mélanie l'a évoqué sous le terme du package. Au-delà du package, il y a effectivement toute la partie formation, tout ce qu'on peut rattacher à la RSE, puisque la moitié des personnes qui passent des entretiens aujourd'hui posent des questions sur la culture de l'entreprise, son investissement dans la société, son engagement dans la société, ce qu'elle met en place au niveau environnemental, c'est un vrai intérêt, donc c'est un enjeu aussi pour les entreprises aujourd'hui. On parle de marque employeur notamment. Qu'est-ce que ça regroupe pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant pour justement attirer les talents au-delà des salaires et du fameux package? Mélanie, si tu veux commencer. Donc oui, tu parlais en effet de l'équilibre vie pro, vie perso, l'environnement de travail. Et alors, tout à l'heure, je vous disais qu'IMSA, c'est l'informatique de la mutualité sociale agricole. La MSA, c'est le deuxième régime de protection sociale pour les salariés et non salariés des professions agricoles, à titre informatif. Et donc nous, on a beaucoup de candidats, lorsqu'on les reçoit en entretien, qui nous disent avoir postulé parce qu'en fait, ils recherchent plus de valeurs ou des valeurs en adéquation. Une entreprise qui aurait des valeurs plus en adéquation avec ce qu'ils recherchent et donner du sens en fait à leur mission. Vraiment qu'en fait, ils puissent avoir un impact au quotidien. Et moi, j'ai des développeurs qui, des fois, me disent oui, mais du coup, je vais coder, mais je sais que je travaille pour le domaine de la protection sociale. Donc, ça me fait sens et vraiment, j'ai l'impression d'être utile. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment important. Et ça rentre beaucoup... moi, ça, en tout cas, c'est ce qui ressort la plupart du temps dans le cadre des entretiens. Et donc, nous, au sein de l'entreprise, en tout cas IMSA, c'est vrai qu'on favorise vraiment l'équilibre vie pro, vie perso. Donc, je vous disais tout à l'heure, on n'a pas d'horaire fixe, par exemple. Donc, on a une plage horaire entre 6h et 21h et chaque collaborateur organise son temps de travail. On a 50 jours de congé sur l'année, ce qui est quand même assez agréable aussi pour l'équilibre. Et ensuite, on a la chance aussi, en interne, d'avoir un service santé et prévention qui aborde notamment la RSSE dont tu parlais et également tout ce qui est QVT, qualité de vie au travail. Donc, il y a plein d'actions qui sont menées par ce service. On a par exemple une cellule d'écoute pour les personnes qui auraient des difficultés sur leur activité ou des difficultés, je ne sais pas, dans le service. Une cellule aussi droit à la déconnexion. On participe à des micro-dons, on a aussi des dons de matériel informatique, tout ce qui va être aussi lié à Octobre Rose, mobilité douce. À titre d'exemple, on a une fois par an un professionnel qui intervient sur nos sites pour nous présenter comment réparer un vélo, nous transmettre un petit kit de réparation. Donc on encourage en effet tous nos collaborateurs, dans la limite du possible, à favoriser ce moyen de transport. Et bon, j'en oublie d'autres, mais je sais que là, il y a un challenge actuellement, c'est ensemble, réduisons notre empreinte carbone sur l'alimentation. Et donc, on a nos collaborateurs qui s'amusent ou non à nous envoyer leurs recettes avec quelques photos. Donc, voilà, on essaye de mettre tout ça en place au sein de l'entreprise pour vraiment donner du sens au quotidien et être tous engagés dans l'environnement. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'on a signé une charte numérique responsable et on a le label qui est en cours. Voilà. Parfait, merci. Claire, en ESN, comment est-ce que cette qualité de vie au travail se traduit? Qu'est-ce qui a mis en place les leviers? Alors nous, en fait, comme on est une start-up en pleine croissance, au niveau de la société, on essaye de créer du lien de proximité, de la cohésion d'équipe entre chaque membre de Nixial. Donc pour cela, on met en place des événements. Donc on va mettre du coup les événements qui sont toute l'année comme Noël, Pâques ou Halloween, mais on va aussi faire des team building, des repas entre nous pour pouvoir, on a fait une raclette récemment tous ensemble. On va essayer de créer du lien régulièrement tous ensemble pour pouvoir avoir un lien de proximité, une cohésion d'équipe. Mais au-delà de ça, on va aussi faire attention au matériel et au confort qu'on va fournir du coup aux collaborateurs. Donc on va leur fournir du matériel un peu haut de gamme. Donc on est sur des écrans incurvés à Nixial.
On a aussi des souris ergonomiques, des chaises ergonomiques, voilà, parce que c'est aussi important de faire attention au confort aujourd'hui. Et puis, on va mettre aussi en place du coup des horaires flexibles. Donc, on a 3 jours de télétravail par semaine, par exemple. On va aussi donner la possibilité en fait, aux membres de Nixial de pouvoir travailler sur des horaires flexibles quand ils sont en présentiel dans nos locaux. Voilà. Donc c'est toutes ces choses-là auxquelles on va faire attention et ça reprend ces éléments entre vie, équilibre professionnel et personnel. Voilà. Merci. Au niveau de nos avantages. Très bien. Benjamin, lors de nos échanges pour préparer la table ronde, on a beaucoup parlé de formation, notamment. C'est un axe fort chez Neosoft. Est-ce que tu peux nous en parler ? Donc on accompagne nos collaborateurs effectivement à raison à minima d'un tiers de l'effectif chaque année qui suit une formation externe pour le coup, donc certifiante de préférence, mais pas que. Et ensuite on a un certain nombre de dispositifs en interne, de coaching, de partage de connaissances au niveau des collaborateurs et qui sont valorisés. Donc ça correspond à une espèce de grille. En tout cas on a un tableau qui vient récompenser des investissements qui sont faits par les collaborateurs pour la société, par la rédaction d'articles, l'animation de workshops, d'ateliers, etc. Donc on leur donne du temps et ou de la rémunération pour ce faire. Donc la formation, c'est extrêmement important. Je le disais, il y a la partie mentorat et la partie vraiment formation. Évidemment, tous nos collaborateurs ont également, accès à un compte d'e-learning. En l'occurrence, on a testé plusieurs. Là, on est sur LinkedIn Learning actuellement. C'est bénéfique à la fois pour eux aussi, puisqu'ils peuvent faire apparaître leurs compétences sur leur profil. Quelque chose qu'ils auront vocation à conserver, je veux dire, par la suite. Et à côté de ça, on est en train de se structurer par practice, donc par expertise métier, qui fait qu'on va pouvoir être beaucoup plus agile dans l'animation des communautés techniques et donc multiplier les échanges et être un petit peu moins géocentré, si j'ose dire. Donc est-ce que j'ai quelqu'un à Toulouse qui peut m'aider ? Et demain, ce sera de façon la plus simple possible de pouvoir dialoguer avec quelqu'un qui soit à Strasbourg, à Limoges, à Paris ou ailleurs pour créer des groupes de travail et être un peu plus agile sur ces aspects-là. Ok, merci. Antoine, Scalian a été certifié Great Place to Work, donc c'est même dans le top 5, je crois, des entreprises de plus de 2500 salariés. Comment ça se traduit ? Notamment, tu es en charge de l'onboarding, c'est ça, si je ne me trompe pas. Effectivement, on a été certifié pour la 2e année de suite Great Place to Work. Donc, comment ça marche ? En fait, c'est un questionnaire envoyé par une entreprise externe indépendante à tous nos collaborateurs qui peuvent traiter des questions. Est-ce que vous êtes satisfait de votre salaire, des formations, des relations avec votre manager ? Est-ce que vous avez le droit de parole ? Est-ce qu'on vous écoute ? Est-ce qu'on vous fait confiance ? C'est assez large. Donc, on a des excellents taux de satisfaction. On s'en sert évidemment pour valider, on parlait de certificat, un peu une certification sur tout ce qu'on met en place, qui sont dans la qualité de vie au travail. On a parlé du télétravail, des avantages. Nous, on a des vélos de fonction, on a des partenariats avec du covoiturage, des entreprises locales pour la restauration le midi, les horaires flexibles, le télétravail, etc. Mais qui valident aussi toute la proximité managériale et tout le suivi qu'on veut faire, notamment lors de onboarding auquel je participe. Je pense que c'est vraiment important aujourd'hui. Ce qu'on essaie vraiment de faire chez Scalian, c'est vraiment d'individualiser au plus possible la relation. Dès le onboarding, il y a un entretien qui se fait au bout d'une semaine, j'en fais un au bout de 3 mois, il y en a un au bout de 6 mois, les entretiens annuels. Dire quelle est votre trajectoire de carrière, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qu'on met en place derrière, formation externe, on fait des formations internes, on a des collaborateurs qui sont formateurs par exemple, mentorat, accompagnement, voilà. Et pour revenir sur le salaire, bien évidemment, toutes ces évolutions-là, on ne travaille pas pour la gloire, toutes ces prises de responsabilité vont aussi vers une augmentation du salaire. Donc vraiment, et ça nous permet aussi, cette enquête, même si on a des enquêtes internes assez régulières tous les ans, d'être vraiment, de pointer ce qui va bien, parce que c'est important de le savoir, mais aussi quels sont encore nos leviers pour s'améliorer. Donc à chaque enquête, on prend vraiment les points forts et les points d'amélioration pour pouvoir vraiment travailler. On fait des groupes, un peu des tables rondes comme aujourd'hui, avec nos collaborateurs en disant là on a un score peut-être un peu plus faible, on aimerait améliorer encore plus l'implication de nos collaborateurs par des communautés techniques nationales, pour ceux à qui ça parle, sur du DevOps, de la cyber, de la data, de la gestion de projet, de l'agilité. Voilà, ça peut passer aussi, bien sûr, le traditionnel apéro, par vraiment une transparence aussi
de l'activité locale et nationale pour que les collaborateurs se sentent impliqués. Et ensuite, les évolutions de carrière personnelles. Et ensuite, tout ce qu'on peut faire. Chez Scalian, on a la chance, en termes d'évolution, d'avoir à la fois des plateaux, de proposer à nos clients des forfaits globaux, et aussi des activités de conseil où chaque collaborateur peut aller chez nos clients. Donc chacun, on parlait tout à l'heure, en fonction de ce qu'il aime faire, donc selon vos passions. À Toulouse, bien sûr, l'aéronautique, le spatial, mais on a aussi des mutuelles, des banques. Voilà, chacun peut aller vraiment sur ce qu'il a envie de faire. On a la chance aujourd'hui, le marché est assez dynamique, donc de pouvoir souvent vous proposer plusieurs opportunités qui sont différentes. Et c'est quand même le gros avantage, à mon sens, d'être dans une entreprise de conseil, c'est de multiplier les expériences, d'élargir votre stack technique si vous êtes technique, mais aussi en termes humains, d'être réactif, adaptable, de voir des façons de faire différentes pour pouvoir faire évoluer votre carrière le plus rapidement possible. Donc tout ça est vraiment monitoré depuis le onboarding, mais aussi lors des entretiens annuels. Une proximité managériale, on se tient chez Scalian à ce que chaque collaborateur soit rencontré environ une fois par mois par son manager. Alors ça peut être 5 minutes ou 1 heure, dépendamment de l'activité de chacun, mais pour vraiment être tout le temps au courant de ce qui se passe, de votre évolution, de ce que vous avez envie de faire. Donc tout ça après se transcrit sur les enquêtes. Donc c'est vraiment continuer là-dessus et encore une fois individualiser sur du long terme. Ok, merci. Un point sur la qualité de vie au travail et la flexibilité qu'on n'a pas forcément abordé et qui est important, le télétravail, qui a donné lieu aussi à l'apparition de nouvelles pratiques qui augmentent de la difficulté pour vous en tant que recruteur. C'est l'apparition de salariés qui souhaitent passer du côté de freelance. Benjamin, c'était quelque chose que tu nous avais évoqué lors de la préparation. Si tu veux revenir là-dessus pour nous expliquer un petit peu en quoi c'est problématique aussi par rapport à la structuration des équipes et de la culture d'entreprise. Donc effectivement, alors pour le télétravail, nous, depuis 2014, on avait un accord qu'on a révisé donc face à l'inflation l'année dernière, mais bien c'est quelque chose qui crise, était bien en place pour le coup, tout à fait. Le freelancing, effectivement, ça atteint pratiquement 35% aujourd'hui des profils experts. Donc par définition, vous l'aurez compris, je vous déconseille de vous mettre en freelancing en tant que junior. Vous avez sûrement au casse-pipe, ou en tout cas c'est pas évident. En revanche, une fois qu'on a une expertise sur un sujet donné, c'est quelque chose qui peut être tentant en termes de rémunération, limite être son propre patron, bien entendu, pouvoir choisir vraiment comme il nous plaît, encore plus qu'en ESN où c'est déjà très bien, entre guillemets, pouvoir choisir les technos, l'endroit, le lieu, les personnes avec qui on va travailler. De notre côté, en tant qu'employeur, il y a plusieurs difficultés, freins, effectivement. À la fois, il faut savoir être opportuniste et contracter avec quelqu'un quand on en a besoin, et lui aussi, il cherche aussi une activité. Mais ça peut poser différents problèmes. Le premier facteur limitant est déjà que certains clients le refusent, pour commencer. Pour plusieurs raisons, pour des raisons parfois d'assurance de propriété intellectuelle, pour des raisons parfois, alors là je parle un peu plus de mon expérience à l'époque en région parisienne, dans une période un peu de préchauffe et dans un secteur particulier qui était la finance de marché, où on avait des freelances qui étaient trop agressifs, entre guillemets, trop mercenaires, c'est-à-dire qu'ils pouvaient quitter une mission pour 20 euros, 30 euros, 50 euros de plus par jour sur une autre mission. Et donc on fait ça une fois, deux fois, trois fois, et ça commence à se voir. Et quand une partie trop importante du marché, entre guillemets, fait ça, ça refroidit énormément des clients qui mettent une barrière à l'entrée en disant nous, on n'est pas d'accord pour contracter avec vous et que vous soyez en cascade avec d'autres sociétés, notamment en tout cas des freelances. Deuxième chose pour eux, et pour faire vite et laisser la parole à mes collègues, il y a cette difficulté, je crois qu'Antoine l'a très bien dit, on fait beaucoup d'efforts aujourd'hui pour inclure au maximum les collaborateurs, la formation, effectivement, la politique RSE, le suivi. Et donc, ces gens sont dans une zone grise, en fait, puisqu'ils interviennent aux côtés de nos collaborateurs tous les jours. Donc, on peut en recruter par ce biais-là, parce que finalement, ils se disent ah, dis donc, à la fois, j'ai pas de congé, j'ai pas de chômage, si j'ai pas de clients, j'ai pas de revenus. Et à la fois, je vois de plus en plus, par rapport aux efforts qu'on fait, nous, pour être attractifs, effectivement, un certain nombre de dispositifs auxquels ils n'ont pas droit, par définition, et donc qui peuvent les tenter de nous rejoindre, de ce point de vue-là. Et donc, le pendant de ce sujet, c'est qu'effectivement, une entreprise comme la nôtre ou d'autres qui ont un taux de freelance trop important, on dilue la culture d'entreprise.
Et donc c'est pas extrêmement bien pour construire un projet solide et stable entre guillemets. Donc voilà, je pense qu'on est un peu tous à la même enseigne là-dessus. Il faut savoir être pragmatique et acheter une expertise quand on en a besoin, mais c'est pas quelque chose sur lequel on va raisonner en termes de long terme. On prend le marché pour ce qu'il est, donc on est opportuniste nous aussi entre guillemets quand on a un besoin bien précis, mais notre volonté c'est vraiment de faire grossir une masse salariale et d'accompagner des gens sur le long terme plutôt que sur un contrat client-fournisseur. Antoine, tu rejoins les propos de Benjamin, j'imagine? Oui, 100%. C'est vrai que les freelances aujourd'hui, ça fait partie de la réalité. Ça peut présenter certains avantages pour les candidats, pour les entreprises qui ont un besoin. Pour autant, effectivement, je ne suis pas sûr que ce soit un schéma qu'on a envie de généraliser parce que effectivement, ça dilue la culture d'entreprise. On ne travaille pas, en tout cas, moi en tant que RH qui accompagne les collaborateurs tous les jours, effectivement, typiquement, les freelances ne m'en occupent pas. Donc en termes d'évolution, de parcours, ils ne sont pas concernés. Donc c'est vrai qu'à un instant T, c'est très bien. Après, voilà, c'est encore une fois, mais c'est de la personnalisation. Hein, c'est chacun ses envies, ce qu'il a envie de faire, comment il se projette, ce qu'il a envie de faire demain. Donc, quand même, aujourd'hui, l'entreprise, en CDI surtout, a quand même ce côté à la fois sécurisant et à la fois la capacité de construire une projection et une évolution et un changement. Pour conclure, un petit point à date, depuis septembre 2022, les startups et les scale-up ont des difficultés à lever des fonds. Donc on a observé un ralentissement sur cet effet de bulle d'inflation des salaires. Donc en termes de prospective, on verra ce que les mois prochains nous réservent. Mais effectivement, je pense que la culture d'entreprise et tous les aspects que l'on a évoqués aussi en termes de qualité de vie au travail, de RSE, sont des points extrêmement importants à prendre en compte dans le choix de rejoindre une structure. Le salaire, c'est effectivement le premier levier d'attractivité pour lequel on rejoint une entreprise. Mais selon l'étude ALF, toujours, les raisons pour lesquelles on y reste sont l'équilibre vie pro-perso, la qualité du management aussi, et tout simplement la qualité de la culture de l'entreprise et l'accompagnement qui est fait des talents en interne. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez peut-être des questions pour notre plateau, si on a 1 ou 2 minutes? Tout semblait limpide, c'est parfait. Ah, une question. Donc la question est quel conseil on peut avoir pour des personnes en reconversion, vous m'indiquez, au niveau plutôt +2 et en particulier sur les technos web, visiblement donc en développement. Donc pour avoir une employabilité, j'imagine la plus complète. Alors sur des reconversions, il y a vraiment ce qui va jouer. Il faut mettre en avant à fond ces soft skills aussi. Parce que vos hard skills, si j'ose dire, les compétences étant naissantes entre guillemets sur un secteur, il faut capitaliser à fond sur ce que vous avez pu faire avant et trouver des parallèles, par exemple, que ce soit en termes de personnalité, de savoir-être et autres. Il faut, autant que faire se peut, pouvoir mettre en avant un beau projet pédagogique ou personnel. On peut vraiment valoriser des projets perso à côté. Il faut en avoir la volonté, le temps, etc. Mais c'est ce qui va pouvoir faire la différence aussi. Parfois. Donc ne pas hésiter, si on ne trouve pas de stage, à travailler pour une association, à faire son propre site, etc. Enfin, il faut vraiment fureter un peu sur tout ce qui peut se passer parce qu'encore une fois, alors selon si c'est une POI ou c'est assez court, il y a des formations bien entendu plus longues, plus structurantes, mais l'état des lieux étant assez restreint, le moindre élément différenciant, on va dire, peut faire la différence, quoi, de ce point de vue-là. Et ensuite, c'est surtout sur la motivation, l'ouverture d'esprit, entre guillemets. Donc, de dire, peut-être cette techno, je la connais moins, mais de ce que j'en ai compris, c'est ça. Ça m'intéresse, je suis motivé pour. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Donc, l'aspect un peu constructif, force de proposition également, qui peut faire la différence. Je pense que c'est beaucoup sur... c'est très perso, en fait, c'est très personnalisé en fonction des profils. Je suis totalement d'accord. C'est vrai que, pour pas vous décourager, mais c'est vrai qu'un profil bac +2 aujourd'hui, un développement peut paraître sur le papier, je pense, un peu juste. Sur le papier, parce qu'on va rechercher nos clients, même en interne, comme toutes les boîtes, on cherche une autonomie assez rapide, ce que vous n'aurez pas. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, si vous avez le temps, l'énergie, etc., c'est toujours compliqué, mais un vrai investissement personnel en plus, je pense qu'il y a
sur Internet aujourd'hui, il y a absolument tout ce qu'il faut pour s'auto-former, en plus des cours que vous pouvez avoir, qui sont sûrement très bien. Voilà, donc c'est vraiment aller sur cet investissement-là. Et après, ça va être vraiment effectivement sur votre personnalité, vraiment arriver à mettre en avant des projets que vous avez pu faire, votre motivation, votre adaptabilité, tout ce que vous pouvez avoir pour vous ouvrir la première porte. Ce sera toujours ça le plus difficile, d'ouvrir cette première porte. Et ensuite, vous pourrez montrer, avec un Bac+2, que vous êtes hyper autonome, que vous allez vite, que vous apprenez. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire après, mais ça va partir, je pense, vraiment d'étoffer ce CV qui peut peut-être paraître un peu light au premier abord, peut-être les chargés de recrutement. Mais voilà, vraiment de le gonfler, mais ça va passer, je pense, par beaucoup de travail perso au début. Ouais. Merci. Ouais, c'est ça. Donc je dirais, justement en Bac+2, bon, nous, ESN, il est vrai que nos clients et nos projets, etc., adressent des profils type Ing ou Master 1, idéalement. Ceci dit, on a des Bac+2 dans l'effectif, donc il ne faut pas non plus se mettre de barrières. En sortie comme ça de formation courte, je pense notamment à peut-être quelques agences de communication, des web agencies, etc., qui ont des tailles parfois un peu plus modestes ou qui sont un peu en mode start-up, donc qui vont peut-être pas avoir nos niveaux de rémunération, être un peu moins agressifs, mais en revanche qui seront beaucoup plus propices, on va dire, à vous mettre le pied à l'étrier. Donc ça peut être une bonne piste. Hein. Encore une fois, tout ce qui est associatif quand même, globalement. Et je dirais voilà, la partie studio, etc. Et sinon se regrouper, je pense également, donc ne pas hésiter à se mettre un petit peu à son compte ou avec quelqu'un qu'on a rencontré dans la promo, qui est extrêmement bien, et pourquoi pas faire un peu d'entrepreneuriat à côté. Ce sera là encore lors d'un potentiel process ensuite de recrutement plus tard, quelque chose qui va être différenciant. Mais voilà, il y a de plus petites structures, je parlais des agences de com et je termine avec, on a un peu parlé des TPE. Moi, la seule expérience que j'ai 15 ans à peu près en ESN, mais j'étais recruteur, donc le chasseur de tête, quoi, si vous préférez. Et vraiment, les petites entreprises logistiques, un garage auto, que sais-je, une coopérative agricole, ils sont en grosse difficulté pour recruter à cause de gens comme nous. Mais pas que. Non, mais voilà, qui captent une partie du profil aussi. Et il y a quelque chose à faire. Donc en local, dans son département, autour de sa ville, dans son réseau, etc. Regardez au niveau TPE, TI, peut-être pour des formations, des contrats, peut-être même CDD d'un an, hein, s'il le faut au début, mais qui permettent de massifier un petit peu, de grossir son CV, se mettre le pied à l'étrier sur des technos et venir combler, je pense, un peu un trou dans la raquette qu'il y a entre les employeurs comme nous, les grosses sociétés, les Airbus, que sais-je, les startups assez agressives en termes de salaire. Et au milieu, il y a un peu des gens qui sont au milieu du gué, qui sont en grosse difficulté. À vous d'aller les trouver, et il y a quelque chose à faire là-dessus. Mélanie ? Si on a 30 secondes, je voudrais juste pour... parce que je suis d'accord avec les garçons, il faut qu'il y ait du travail perso aussi. Et j'ai un exemple, c'est pour ça que je voulais prendre la parole, parce que j'ai un exemple précis en tête pour ne pas se décourager, d'une personne qui était en reconversion, donc la même formation que vous, Victor, voilà. Et tu parlais de soft skills, de motivation. Il n'y avait pas plus motivé que lui. Et il nous a suivis sur tous les forums. Il a liké tous nos posts LinkedIn. Bon, on a fini par lui proposer un stage. C'est pas forcément la formation vers laquelle on se retourne en règle générale. On lui a proposé un stage et 0 regret. Il nous a montré sa motivation, ses compétences. On n'a pas pu lui proposer un CDI, mais il continue l'aventure chez nous via une ESN en prestation. Donc voilà, faut pas se décourager, mais en effet, il y a un travail à fournir. On va conclure sur cette note positive. Merci à tous. À toutes et à tous d'avoir participé. Merci à vous pour votre écoute. On espère que cette table ronde vous aura été utile et on vous souhaite une excellente journée avec les tables rondes suivantes.